Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire, en fait, du pôle qui se nomme une approche sociopédagogique sensible à l'EDI. En fait, je vous demanderai, en fait, pour commencer, si vous souhaitez avoir des interactions, on pourrait ouvrir les caméras. Donc, d'abord, en fait, je vais commencer une petite introduction, en fait, avant de laisser la parole à Mme Louise Lafortune, vous présenter qu'est-ce que c'est le pôle sur les transitions en enseignement supérieur. C'est une initiative de l'Université du Québec à Chicoutimi et des 4 cégeps de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait, Chicoutimi, Jonquière, le Collège d'Allemand ainsi que le cégep de Saint-Félicien. Le pôle, en fait, à l'intérieur de celui-ci, il y a 5 chantiers de travail qui traitent des transitions en enseignement supérieur, dont le chantier, en fait, qui nous concerne, qui est sur la transition vers les programmes des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Plus spécifiquement, en fait, les objectifs de ce chantier de travail, en fait, c'est d'augmenter le nombre d'étudiantes dans les programmes des sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques. C'est également de co-construire avec les centres de services scolaires un plan de travail régional pour stimuler l'éveil aux carrières du numérique, de soutenir les enseignants et enseignantes dans le développement de contenus valorisant les compétences du futur, d'outiller les conseillers et conseillères en orientation pour favoriser l'exploration des carrières liées au STIAM, puis d'expérimenter en fait des activités auprès des élèves et des intervenants et intervenantes, les évaluer et diffuser les résultats. Donc, c'est nos grands objectifs de travail dans lesquels c'est inséré le projet qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, je laisse maintenant la parole à Mme Louise Lafortune. Tu devrais ouvrir ton micro, Louise. Bon, ça me fait grandement plaisir de mettre. Pourquoi ça fait autant d'écho? Est-ce que les gens entendent autant d'écho? Oui. Est-ce que tu as 2 appareils ouverts, Louise? Je ne suis pas supposée. Là, c'est correct. OK, on t'entend bien. Oui, là, ça va? Oui, la parole est à toi. C'est beau. D'accord. Donc, ça me fait grandement plaisir de m'adresser à vous. Donc, ça fait quand même plusieurs années sur deux, trois des expertises dont je vais vous parler aujourd'hui, sur lesquelles je travaille. Tout d'abord, j'ai enseigné les mathématiques au cégep. Alors, s'il y a des personnes qui proviennent du cégep, j'ai enseigné les mathématiques pendant plusieurs années. Aussi, j'ai eu une préoccupation pour la question des femmes en mathématiques et après ça en STEAM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Mon premier livre en 86, c'est Femmes et mathématiques. Donc, ça fait quand même un certain temps que j'ai cette préoccupation-là. Et les dimensions affectives et métacognitives de l'apprentissage des mathématiques depuis le début des années 90. Alors, c'est un peu cet ensemble-là de mon cheminement que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, c'est sûr que le contexte de la rencontre, c'est la publication du livre. Vers la fin, je vous en parlerai un petit peu plus largement parce qu'il est en accès libre et qu'il y a une promotion aussi pour s'il y en a qui veulent se le procurer. Je vous présenterai des éléments du contexte aussi un peu plus global de la situation du Québec dans le monde des maths et des sciences. Donc, certains principes de cette approche-là que je vous présenterai, des réflexions que j'ai à propos d'une posture d'équité socio-pédagogique. Après ça, je vous parlerai plus du contenu du livre avec des expérimentations qui ont été réalisées et je terminerai avec une brève conclusion. Alors, on m'a dit que c'est une trentaine de minutes pour qu'il vous reste une trentaine de minutes pour poser des questions et avoir et recevoir aussi des commentaires si cela vous intéresse. Alors, le contexte de la rencontre, Valérie? Oui. Donc, dans mon esprit à moi, j'ai cheminé du passage de la préoccupation pour la situation des femmes et des filles en STEAM à une perspective peut-être un peu plus large d'équité, de diversité et d'inclusion, parce que je crois que les femmes
dans le monde des femmes, dans la catégorie qu'on pourrait dire femmes, il y a une grande diversité et que tout le monde n'est pas pareil face à l'apprentissage. La même chose pour la catégorie des garçons et des hommes et même pour les catégories non-binaires et plus générales. Alors, et aussi, on est dans un monde pluraliste et on voit qu'il y a une ouverture sur le monde et que c'est important de prendre en compte les étudiantes et étudiants et élèves qui font partie d'un contexte social qui est en grande évolution. J'ai marqué évolution, mais je crois que c'est grande évolution et qu'on recherche une forme d'équité, de diversité et d'inclusion. Donc, j'aimerais vous poser la question, parce que je pose souvent cette question-là, qui est où se situe le Québec dans le monde par rapport aux résultats en mathématiques et en sciences? Et dans le programme international pour le suivi des acquis des élèves, depuis le début, c'est environ en l'an 2000 qu'a commencé d'avoir ce programme-là international, le Québec se situe toujours premier dans la francophonie. Alors, on l'oublie souvent, autant en mathématiques qu'en sciences, et souvent suivi de près par la Suisse. Et cette fois-ci, on voit que peut-être le Canada se place en 5e rang, mais en sciences, on se situe avant la Suisse. Et la France et la Belgique, on pense parfois qu'ils se situent avant le Québec, ils sont souvent placés après le Québec. Donc, c'est 80 pays qui participent à cette épreuve-là, mais il y a 37 pays qui font partie de l'OCDE et on compare souvent le Canada à ces pays-là. Donc, il est 5e en mathématiques et 4e en sciences. Et le Québec se place premier en maths au Canada. Et en sciences, il se situe dans la moyenne. Il y a 3 provinces en dessous de la moyenne. Prochaine étape, Valérie. Oui, je vais sauter cette diapo. Donc, depuis peut-être presque 20 ans maintenant que j'utilise le terme sociopédagogique. Et pourquoi j'ai commencé à utiliser ce terme-là? Parce que je me suis rendu compte que parfois, on se limitait à regarder ce qui se passait dans la classe et je me suis dit, bon, il faudrait élargir nos horizons et considérer que la classe fait partie d'un contexte social et que les élèves font partie de ce contexte social-là. Et dans mon esprit à moi, cette équité socio-pédagogique-là, elle est une posture. Alors, c'est impossible d'imposer à quelqu'un d'avoir un esprit d'équité socio-pédagogique. Ça s'apprend tout de même. On peut l'apprendre, comment avoir une telle posture avec des discussions avec d'autres et peut-être en connaissant un peu les principes associés à cette équité-là. Donc, on tient compte du contexte plus large que celui de seulement la classe et l'école. On vise une conscientisation au regard de la pluralité des expériences des élèves. Alors, c'est difficile de dire toujours quoi faire, comment faire, sans tenir compte de cette pluralité-là et de tenir compte aussi des dimensions cognitives, métacognitives, affectives, sociales et culturelles. On est souvent centré sur la dimension cognitive, mais il y a d'autres dimensions qui interfèrent dans l'apprentissage. Et s'inscrire dans une perspective intersectionnelle, c'est-à-dire tenir compte du fait qu'il y a différentes discriminations au-delà du genre qui peuvent être associées à l'ethnie, la culture, la situation socio-économique, l'orientation sexuelle, la religion, les capacités physiques d'une personne. En tenant compte de cette perspective-là, comme je le disais tout à l'heure, donc si on regarde les principes, bien, je ne répéterai pas ce que j'ai déjà dit, mais ça ne peut être imposé et de considérer toutes les personnes dans leur globalité et non seulement dans leur façon d'apprendre ou dans leur capacité que nous, on juge que ces personnes-là ont la capacité d'apprendre. Je pourrais aussi parler de que veut dire un langage inclusif, une écriture inclusive, mais je pense que ça prendrait un autre 30 minutes. Alors, oui, d'accord.
Donc, on oublie souvent que l'hétérogénéité est une aide à l'apprentissage. Donc, parfois, on va penser qu'on voudrait une classe homogène. Alors, que veut dire une classe homogène? Parfois, on va penser que c'est que tous les élèves comprennent de la même façon, aussi rapidement un que l'autre ou une que l'autre. Et ce n'est pas, pour moi, ce qui est la réalité dans la classe. C'est deux personnes, déjà, on a une situation hétérogène si on regarde la personne dans sa globalité. Démontrer une confiance aux capacités des filles et des femmes de réussir, démontrer une confiance à la capacité aussi des garçons de réussir, ça m'apparaît important. Souvent, on relève le fait que les filles ont moins confiance que les garçons de réussir dans les domaines des STEM, mais ça ne veut pas dire que plusieurs garçons ne manquent pas de cette confiance-là, mais ils l'expriment beaucoup moins. Dans des recherches que j'ai réalisées, particulièrement au Cégep, où on a ramassé des données ou des entrevues auprès des jeunes, on se rend bien compte que les garçons ne l'expriment pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne ressentent pas des émotions à l'égard des STEM. Éviter la catégorisation et la généralisation. C'est justement quand on dit « les filles sont comme ci » ou « les filles manquent de confiance en elles », on perpétue une forme de stéréotype en présupposant que toutes les filles manquent de confiance en elles et peut-être à travers ça présupposer que tous les garçons ont confiance en leur capacité de réussir dans les domaines scientifiques. Cependant, on remarque que vers la fin du secondaire, et c'est pour ça qu'on parle des transitions maintenant, on remarque que les jeunes filles ne choisissent pas facilement des domaines à forte composante scientifique et mathématique. Oui, à forte composante biologique, c'est vrai, parfois en chimie, mais à forte composante qui mène dans des domaines de l'ingénierie comme le génie électrique, comme le génie informatique, comme le génie minier, le génie pétrolier. Donc, c'est les propos qu'on a vis-à-vis des élèves font en sorte que parfois, on perpétue des stéréotypes et des préjugés. Se mettre en position de pratique réflexive interactive, je vais y revenir dans la conclusion, mais dans mon esprit, ça veut dire que c'est important de regarder ses propres pratiques, c'est-à-dire est-ce que nous-mêmes, dans nos propos, dans nos gestes, on perpétue des stéréotypes et des préjugés. Là-dessus, j'aimerais dire que même moi, qui suis conscientisée à cette situation-là, je sais que parfois, je perpétue des stéréotypes et des préjugés. Donc, dans mon esprit, probablement qu'à peu près tout le monde, quand on regarde des élèves, la façon dont ces élèves-là travaillent, la façon dont ces personnes-là interviennent en classe, la façon dont ces personnes-là remettent leurs travaux à temps ou pas à temps, tout de suite, on va penser certaines choses par rapport à la possibilité de réussir dans le domaine ou de réussir dans une carrière en STEM. Mais on peut souvent se tromper. Alors, d'apprendre à changer sa façon de juger m'apparaît important. Et j'en ai parlé de considérer que tous les groupes sociaux ne sont pas homogènes. Ce que je dis parfois, il y a peut-être un garçon et une fille qui peuvent se ressembler davantage que deux filles qu'on pourrait regarder ensemble ou deux garçons qu'on pourrait regarder ensemble. Donc, c'est important d'ouvrir son esprit à cette question-là de l'hétérogénéité. Oui, on va sauter à l'autre, s'il vous plaît. Et l'autre. Donc, dans susciter des apprentissages, je me pose souvent la question, est-ce qu'on devrait donner des indices pour chercher la solution à un problème ou dire quoi faire exactement, dire quelles sont les étapes à réaliser? Et je penche beaucoup vers
donner des indices plutôt que de dire quoi faire. Parce que l'apprentissage, c'est aussi une question de recherche. Je parle souvent de laisser flotter les morceaux de casse-tête parce qu'apprendre, c'est avoir des morceaux de casse-tête en tête. Comme vous avez présentement, pendant que je parle, vous avez des morceaux de casse-tête qui se créent dans votre tête et que chaque personne va réaliser un casse-tête différent dans sa tête parce qu'elle a des connaissances antérieures, des compétences antérieures, des expériences antérieures qui sont différentes de celles que moi, je voudrais que ces personnes-là aient. Donc, je dis parfois, faire dire au lieu de dire, faire faire au lieu de faire expérimenter au lieu d'expérimenter pour l'autre. Dans certaines recherches aussi, il y a des élèves que si on est à côté d'un étudiant ou d'une étudiante et qu'on voit cette personne-là en train de résoudre un problème, on peut avoir tendance à vouloir l'aider et à lui dire comment cette personne-là pourrait s'orienter au lieu de lui poser des questions, au lieu de peut-être lui fournir un petit indice pour que cette personne-là puisse chercher elle-même. Dans ces recherches-là, on montre que des élèves en difficulté. Pour les élèves en difficulté, on a tendance à dire quoi faire. Et pour des élèves qui nous apparaissent bien réussir, on a tendance à donner un indice. Mais les élèves ou étudiants et étudiantes qui nous entendent donner un indice comprennent qu'on n'a pas confiance en leur capacité de réussir parce que nous, on ne lui a pas donné un indice, on lui a dit quoi faire. Alors, on n'a pas toujours conscience des petits gestes qu'on pose qui font en sorte qu'on crée des mauvais apprentissages ou des mauvaises habitudes d'apprentissage. Tout à l'heure, j'en ai parlé des généralisations abusives. Alors, dans mon discours, j'essaie de ne plus jamais utiliser les filles ou les garçons ou les élèves de secondaire 4 ou quelle que soit la façon de parler, mais d'utiliser des filles, parfois plusieurs, parfois quelques-unes, quelques-uns, la majorité. Alors, j'essaie de varier mon discours en fonction de la situation, en fonction de ce que je pense. On va sauter la prochaine. La prochaine, s'il vous plaît, Valérie. Oui. Donc, nos interprétations, parfois, elles sont nuisibles, mais parfois, elles peuvent aussi être aidantes. Et là-dessus, je propose qu'on discute nos stéréotypes plutôt que de les taire, c'est-à-dire les confronter avec les idées que d'autres personnes peuvent avoir en tête. On va aller à des idées de principe, des idées associées. Oui, plus loin encore. Bon, je vous ai parlé de plusieurs stratégies qu'on peut prendre, mais je voulais peut-être attirer votre attention à la 6e. Laisser du temps d'avoir à répondre à une question. Parfois, on oublie que certaines personnes ont besoin de temps pour réfléchir avant de répondre à une question. Et souvent, ce sont les mêmes personnes qui répondent rapidement, qui lèvent la main rapidement pour répondre à des questions. C'est ce qui fait qu'il y en a d'autres qui ne réfléchissent pas parce qu'ils vont se dire « je n'ai pas besoin de réfléchir parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va répondre avant moi ». Donc, je propose souvent de donner 10 secondes de silence. Je vais vous donner 10 secondes de silence. Je pars maintenant. On vient d'avoir 10 secondes de silence. Est-ce qu'on donne souvent 10 secondes de silence pour réfléchir avant de répondre à une question? Je me rends compte que le silence, parfois, paraît lourd, mais c'est la seule façon de faire en sorte que toutes les personnes auxquelles on s'adresse aient le temps de réfléchir et peut-être d'apporter leur contribution.
Le questionnement aussi, le 8e, pour moi, est un élément important. Comment poser nos questions, quelles questions poser, comment poser ces questions-là. J'essaie le plus souvent possible de ne pas avoir des questions qui appellent une réponse oui ou non et d'avoir des questions qui obligent à une forme de réflexion. Il y a aussi la reformulation, donc pas simplement poser la question que moi j'avais préparée, mais reformuler ma question pour faire en sorte que j'utilise les paroles que les élèves ont fournies parfois dans une activité antérieure ou parfois à partir d'une discussion qu'il y a eu avec les élèves. Et aussi considérer que toutes les questions sont bonnes, parce que parfois, on va avoir tendance, ce que moi j'entends, ce que j'ai déjà entendu aussi, c'est en tant qu'élève moi-même, c'est j'avais déjà répondu à la question, mais si la personne pose la question, c'est parce qu'elle ne connaît pas la réponse, parce que sinon, elle ne poserait pas la question. Alors ça, c'est important pour moi. Puis une question qui est souvent posée, c'est « comprenez-vous » ? Et souvent, on n'a pas de réponse parce que de dire « je ne comprends pas », c'est un peu gênant devant un groupe. Et si on comprend, bien, on n'a pas besoin de répondre à la question. Alors, éventuellement, on pourrait regarder quel type de questions on pourrait poser. Un autre propos que j'essaie d'éviter, c'est de dire « c'est facile », parce qu'il n'y a rien qui est facile dans l'apprentissage. Si c'est facile, c'est que je le connaissais déjà. Alors, c'est important de montrer les difficultés qu'il peut y avoir dans certains apprentissages. Et voilà pour le « c'est facile ». Donc, il y a certaines activités, la prochaine diapo, que je voudrais, oui, c'est ça. Donc, qui sont dans le livre. Donc, il y en a beaucoup, vous allez voir tout à l'heure, il y en a 50, près de 100 au total. Alors, c'est sûr que je ne peux pas présenter les 100 activités. Alors, une qui porte sur l'utilité, que j'ai déjà utilisée, c'est de faire réfléchir sur qu'est-ce que serait un monde sans mathématiques, parce qu'on dit tout le temps, c'est inutile, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que ce serait un monde sans mathématiques? Qu'est-ce que ce serait un monde sans sciences? Qu'est-ce que ce serait un monde sans technologie? Peut-être qu'il y a 25 ans, les réponses auraient été différentes des réponses qu'on aurait aujourd'hui. Alors, si je pouvais discuter avec vous, c'est qu'est-ce que vous pensez que les élèves répondraient et quelle serait leur réaction? J'ai déjà demandé de faire dessiner un monde sans mathématiques. Alors, c'était des édifices un peu chambranlants qui n'ont pas de structure. Mais déjà là, il y a une pensée mathématique derrière ce type de dessin-là. Un autre, c'est sur la mémorisation et le processus de compréhension. Donc, quels seraient les avantages de mémoriser ou de comprendre? Et quelles sont les stratégies qu'on se donne pour comprendre? Quelles sont les stratégies qu'on se donne pour mémoriser? Et je pense que parfois, en mathématiques et en sciences, il y a des occasions où il y a des élèves qui vont plutôt mémoriser et d'autres qui vont utiliser davantage leur processus de compréhension. Donc, même si nous, on dit qu'est-ce que ça veut dire comprendre, si les élèves ne l'expriment pas eux-mêmes ou elles-mêmes, c'est très difficile pour ces personnes-là d'être capables de développer des stratégies qui vont les aider à comprendre et des stratégies qui, dans certains cas, vont les aider à mémoriser. Donc, c'est d'élaborer et de réaliser un travail avec les élèves sur ces aspects-là. Enfin, sur le stress à l'examen, il y a plusieurs activités qui portent sur ce sujet-là, sur quoi faire pour diminuer les réactions affectives négatives qui ne sont pas aidantes par rapport à l'apprentissage des mathématiques ou des sciences. On pourrait passer à la suivante. Il y a aussi plusieurs historiettes dans le livre. Là, j'en ai nommé 3, mais il y en a plusieurs, qui sont, par exemple, les maths qui font frissonner, c'est-à-dire
c'est une jeune qui parle de sa sensation, de ses craintes d'avoir à aller devant le groupe. Et à chaque moment qu'il y a une personne qui est nommée à y aller, oups, là, il y a comme une espèce de relaxation. Et à la fin, les élèves sont amenés à poursuivre l'histoire. Bon, il y en a qui vont dire peut-être que ça serait plutôt du niveau primaire, mais non, ça a été expérimenté à la fin du secondaire. Et une jeune, probablement que Sonia est là, qu'elle m'écoute, oui, je vois qu'elle est là. Donc, c'est simplement pour dire que les jeunes qui poursuivent l'histoire, quand j'ai entendu les propos de cette jeune-là, qu'on peut peut-être pas toujours exprimer devant un grand groupe, ça fait frissonner aussi, d'accord? J'avais des frissons juste à écouter son propre récit. Donc, ça a fait émerger des histoires par rapport à son propre récit, ses propres expériences. Donc, quoi faire, quoi penser, c'est un étudiant, une étudiante qui réfléchit à qu'est-ce qu'elle peut faire, aller jouer dehors ou faire ses devoirs de maths ou de sciences. Alors, et c'est une façon de réfléchir différemment à ces réactions différentes. Et il y a des réactions ambivalentes. Ce sont 3 profs qui se parlent de leur propre vécu, de leur propre cheminement en maths sciences. J'entends déjà des personnes, là, avant d'aller dans les expérimentations, se dire comment on peut faire pour trouver le temps? Parce que parfois, on se dit, je vais manquer de temps pour passer ma matière si je fais ce genre d'activité. Il y a peut-être certaines personnes qui pourront parler dans la période de discussion. Il me reste peut-être 5 à 8 minutes avant la période de discussion. Ils pourront parler de leurs propres expériences de réaliser ce genre d'activité. Mais dans mon esprit à moi, c'est ce qui aide à mieux apprendre. Parce que j'ai enseigné en formation à l'enseignement à l'université pour former des futurs enseignantes et enseignants de mathématiques. Et je me rends compte que le fait de passer du temps à faire réfléchir aide après à pouvoir mieux enseigner les mathématiques. Donc, dans les expérimentations, il y a eu une expérimentation qui était, on appelle ça un bon pour un indice, c'est-à-dire de donner la possibilité à un examen de pouvoir poser une question, mais une seule, et donc d'avoir à réfléchir à la question qu'on peut poser. Plusieurs élèves ne les utilisent pas, il semblerait, mais le fait de savoir que je peux l'utiliser, ça crée une espèce de relaxation face à la situation d'évaluation. Dessiner les maths, dessiner les sciences, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et aussi, il y a plusieurs interventions ponctuelles qui sont associées à certaines propositions que je vous ai faites tout à l'heure. On continue. Donc, quand on a fait dessiner les sciences, là, j'ai mis seulement quelques propos, mais pour faire dessiner les sciences, les propos sont plutôt associés à l'utilité des sciences et à l'apprentissage qui peut être parfois difficile, mais tout de même intéressant. Donc, vous pouvez regarder les propos en diagonale. Ensuite, faire dessiner les maths, c'est là qu'il y a beaucoup plus d'émotions qui ressortent. J'ai fait cette expérience-là plusieurs fois. J'ai plusieurs centaines de dessins. Des dessins où il y a des gros nuages noirs, des éclairs qui entrent dans la tête, des découragements. Donc, il y en a qui sont basés sur des émotions, d'autres sur l'impact des mathématiques. J'ai été quand même à... Ça, je n'avais jamais vu ce genre de dessin, mais qui disent que les maths, ça peut endommager le cerveau, parce que pour chaque dessin, les jeunes écrivent une phrase explicative de leur dessin, et beaucoup de dessins, et ça, j'en ai probablement des dizaines et des dizaines, qui montrent l'ambivalence, c'est-à-dire on peut
aimer ou détester les maths selon les situations, selon ce qui nous apparaît facile ou difficile. Donc, la dernière phrase, j'aime les maths à temps partiel. D'accord? Non, c'est bon. Tu peux continuer, Valérie. Oui. OK. Et après, il y a aussi des dessins qui sont basés sur l'incompréhension. Et ça, il y en avait beaucoup, quand même 8 dans une classe. J'ai tout le temps une question et c'est rare que je comprends. Tout ce qui est basé sur la réussite et un peu sur l'utilité des mathématiques. Il y a quelques constats qui sont liés aux expérimentations. Peut-être je vais revenir simplement sur les 2 premiers constats. C'est parfois insécurisant pour des élèves car ça bouscule. Des enseignantes qui ont fait dessiner les maths ou les sciences, bien, c'est comme si les élèves ne savaient pas trop où se situer par rapport à ces tâches-là qui ne leur avaient jamais été demandées. Ou d'autres, de sortir du cadre. Et ça, pour moi, c'est en lien avec les transitions parce que quand il y aura la transition du secondaire au cégep et du cégep à l'université, il y aura toujours des façons d'enseigner qui seront différentes et qui vont faire en sorte que les élèves auront à s'adapter à de nouvelles façons de faire. Justement, on entre dans les transitions. J'avouerai qu'avant de commencer ce projet-là, je n'avais pas souvent travaillé sur les transitions, même si j'avais contribué à un ouvrage collectif qui portait sur les transitions scolaires. Et de lire sur ces aspects-là, ça m'a conforté sur la nécessité de prendre en compte la dimension affective. Si on va sur la prochaine diapo. Donc, dans plusieurs des recherches, on parlait de l'anxiété qui était un facteur déterminant. Il y a d'autres facteurs qui sont liés aux transitions, mais je me suis attardée principalement à celles qui sont liées à la situation des filles. Et comme je le disais tout à l'heure, pour passer du secondaire au cégep, pour aller dans des domaines scientifiques à forte composante mathématique et technologique, les filles exigent d'elles-mêmes de très bons résultats, sinon d'excellents résultats, ce qui n'est pas le cas de tous les garçons. Alors, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de filles qui vont aller dans les domaines à forte composante mathématique et technologique. Il est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui vont aller dans les domaines biologiques, de l'environnement et de la santé, mais beaucoup moins dans les domaines plusieurs des domaines de l'ingénierie. Donc, aussi, dans les propos sur les transitions, on parle de faire un travail sur les attributions causales, c'est-à-dire à quoi, moi, j'attribue mon succès ou mon échec. Donc, dans les recherches, mais je ne pourrais pas dire les filles, mais il y a plusieurs filles qui attribuent leur succès à leur effort et leur échec à leur incapacité. Et il y a surtout plusieurs garçons qui associent leur succès à leurs compétences et leur échec à leur manque d'effort. Alors, on peut voir que c'est 2 visions différentes. Maintenant, si j'enlève garçons et filles, donc déjà d'attribuer son succès à l'effort ou aux compétences ou aux connaissances que j'ai développées ou acquises, c'est quand même une vision. Mais la vraie vision, c'est d'attribuer son succès autant à l'effort fourni qu'aux compétences développées au cours du temps. Donc, les parties du livre, il me reste 5 minutes, je pense. Donc, vous avez compris qu'il y a sûrement la dimension affective, les dimensions cognitives et métacognitives. Vous avez le nombre d'activités pour chaque, l'utilité des stimes. Et finalement, les parties 4 et 5, la partie 4, pour moi, est associée à l'accompagnement, peut-être aux personnes qui travaillent en conseillance pédagogique. Il y a 27 textes qui aident à
favoriser le passage des impressions à l'analyse de sa pratique. D'accord? Donc, souvent, on va parler de nos impressions. Ça a bien été, les élèves ont aimé ça, ça a été extraordinaire. Mais pourquoi ça a bien fonctionné? Alors, pour cheminer vers l'analyse de sa pratique. Et il y a la partie 5 qui comprend 58 courts textes. J'insiste sur le court parce que ça paraît beaucoup, 58, mais chaque activité réfère à un certain nombre de textes, à 3 ou 4 textes qui sont numérotés et qui sont là. Il y a des fiches pédagogiques, soit des questionnaires ou autres, qui sont disponibles en accès libre sur le site. Tout à l'heure, j'en parlerai. Il y a une fiche d'expérimentation qui est disponible avec un code QR pour les personnes qui voudraient expérimenter quelque chose et nous donner une rétroaction parce qu'on viserait pour dans un an à peu près associer ou faire des modifications à ce livre-là pour faire en sorte qu'on tienne compte d'expérimentations qui auront été réalisées. Et il y a aussi la recherche d'une équipe d'expérimentation. Alors, si ça vous tente de faire partie d'une équipe d'expérimentation, ne vous gênez pas à envoyer votre courriel soit à moi, soit à Valérie, et pour qu'on vous mette sur une liste et on ferait peut-être une première rencontre des personnes qui seraient intéressées à faire partie de cette équipe d'expérimentation. On ne cherche pas à avoir 50 personnes, mais un certain nombre de personnes qui sont intéressées à le faire. Et ce qui est en préparation, c'est un sac à dos virtuel de stratégie réflexive interactive qui serait axé aussi, par exemple, sur l'activation des connaissances antérieures, le questionnement, l'observation, auto-observation et l'auto-évaluation. Donc, la conclusion, pour moi, un des éléments importants, c'est de cheminer soi-même dans une réflexion sur sa pratique. Même moi, après vous avoir parlé, je vais être obligée de réfléchir un peu comment j'aurais pu faire le travail avec vous. J'avoue que des présentations de ce type-là vont un peu à l'encontre de ce que je dis parce que souvent, je veux créer l'interaction. On aura une partie d'interaction après, mais dans ma pratique, j'aime bien avoir cette interaction-là en cours de présentation pour avoir différents moments pour ajuster ce que je vais dire à mesure qu'on parle. Prochain. Donc, vous voyez, pour l'accès libre, le titre est ici. Vous pouvez prendre le photographier si vous voulez et vous pourrez avoir accès. Il y a les fiches d'expérimentation aussi. Il y a le code QR qui est disponible sur le site. Et je voulais quand même terminer en remerciant toute l'équipe du CoLab, Josée, la directrice, Josée Gauthier. Je crois qu'elle est là, mais moi, je ne la vois pas. J'ai Valérie, Lydia aussi qui sont là. Et puis, mais d'autres de l'équipe comme Emma, Asia aussi, qui ont travaillé avec moi. Je voudrais remercier aussi 3 enseignantes et un conseiller pédagogique qui ont travaillé avec moi, Sonia, Karine, Nathalie et Maxime. Vous avez leur nom au complet sur la page couverture du livre. Et je remercie Ghislain Sanson, qui est le recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui a signé la préface, et Lynn Chouinard, qui est directrice du pôle sur les transitions en enseignement supérieur, qui a signé la postface. Et sur ça, je vous remercie grandement. Et puis, j'attends. Oui, on peut peut-être revenir sur la précédente, Valérie, comme ça. Ah oui, d'accord, on peut quitter le PowerPoint. Parfait. Pour que je puisse répondre aux questions. Je laisse Valérie gérer cette étape-là. Oui, merci beaucoup, Louise. Il y avait une première question dans le chat. N'hésitez pas, si jamais vous voulez lever la question, activer la main, c'est-à-dire ou activer votre caméra pour pouvoir prendre la parole. Mais on avait une question qui concernait, en fait, on se demandait si les expérimentations étaient avec les jeunes seulement ou bien aussi en contexte adulte en réorientation de carrière. D'accord.
Les expérimentations qui ont été faites présentement, ce sont des expérimentations qui ont été faites à la fin du secondaire dans des classes de mathématiques et de sciences, autant élèves en difficulté jusqu'à douance. Donc, on a eu quand même une représentation assez bien. Pour ce qui est d'adultes, ça me ramène à mon doctorat parce qu'une grande partie des activités que je propose là, elles ont été expérimentées dans le cadre de mon doctorat portant sur la dimension affective en mathématiques dans des classes aux adultes. Alors, c'est certain que pour moi, si une personne qui s'adresse aux adultes et qui voudrait faire partie de l'équipe d'expérimentation, elle serait la bienvenue. J'ai déjà fait aussi des interventions dans le même type, dans des classes d'alphabétisation. Donc, c'est quand même une assez grande variété de publics. On se demandait aussi, en fait, est-ce qu'on parle d'anxiété beaucoup, là, il y a eu la dimension affective, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui permettent de déceler tôt l'anxiété chez les jeunes ou des activités qui nous permettraient de traiter de cet aspect-là? J'ai fait des entrevues pour Mathophobe pendant 8 ans. Et dans toutes les interventions que j'ai eues, c'est disons, de 7 ans à, disons, 15-16 ans jusqu'au cégep, l'anxiété augmente. Et c'est ça aussi que les recherches démontrent, que les attitudes à l'égard des maths et des sciences, particulièrement des mathématiques, se détériorent à mesure que les jeunes cheminent au plan scolaire. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de l'expérience que j'ai eue de rencontres auprès de Mathophobe pendant 8 ans? Je me suis rendu compte que les parents ont un grand rôle à jouer. Okay? Parce que souvent, ils vont avoir des attitudes, ils vont transmettre leur propre anxiété, leur propre vécu par rapport aux mathématiques et aux sciences, et ça, c'est un peu dommageable. La même chose pour enseignantes et enseignants au primaire. Il y a des recherches qui montrent qu'il y en a plusieurs qui ont choisi l'orientation d'enseigner au primaire parce qu'ils ne voulaient pas avoir à se confronter à des mathématiques avancées ou des sciences avancées. Alors, les façons de procéder au primaire sont parfois différentes si j'enseigne le français que si j'enseigne les maths. Donc, et les élèves se rendent compte de ça. Donc, ça leur crée aussi des réactions affectives un peu négatives. Parce que dans les dessins des jeunes, des enfants de première, deuxième, troisième année, ça va être une calculatrice, un ordinateur. Donc, ça va être ça qui va être leur représentation des mathématiques et des sciences. Donc, elle n'est pas là au départ. Elle est créée par un ensemble de facteurs scolaires, sociaux, culturels. Marianne Lapointe qui a une question. Oui, bonjour. Mais tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation. J'ai beaucoup apprécié. En fait, on se connaît, Louise. Je suis Marianne Lapointe du CIAFT, le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail. Oui. Alors, tu devines que ma question aujourd'hui va concerner en fait les adultes, évidemment. Moi, je me questionne en fait sur comment faire pour déconstruire les préjugés chez les conseillères d'orientation ou les conseillères en emploi? Et je crois que tes travaux là, seraient vraiment appropriés. Et je voulais, dans le fond, te demander si tu serais disponible pour faire le genre de présentation que tu viens faire aujourd'hui à ma gang. Donc, qui travaille auprès des femmes en réorientation de carrière et en recherche d'emploi en tant qu'adulte, évidemment. Donc, j'aimerais beaucoup. Et puis, j'aimerais ça aussi peut-être t'entendre sur, est-ce que tu as fait des travaux sur la capacité de modifier la façon dont on parle des sciences et des mathématiques
mais dans une optique de faire la promotion des métiers. Donc, parce que ça aussi, tu sais, c'est relié en fait aux stéréotypes là, dont tu nous parles tout à l'heure, dont tu nous parlais tout à l'heure. Donc, j'aimerais ça t'entendre un petit peu là-dessus. Mes premières interventions en démythification des mathématiques, fin des années 80, c'était dans les programmes Transition Travail et Accès aux carrières technologiques qui s'adressaient principalement à des femmes immigrantes, principalement, issues de l'immigration. Parfois, je change mon mot plutôt que de dire immigrantes, mais issues de l'immigration. Et on se rendait compte que ces femmes-là ont développé des façons de calculer ou de vivre ce qu'elles ont à vivre par rapport aux mathématiques et aux sciences de façon différente et parfois associée à ce qu'elles avaient appris ou la façon dont elles avaient appris dans leur propre pays. Et c'est pour ça aussi que je dis qu'une perspective EDI, c'est important, aussi pour la vision autochtone aussi pour moi, parce que c'est d'autres façons de voir. Parce que j'avais aussi fait un travail auprès des Inuits et la façon de concevoir les nombres en Inuktitut était complètement différente. Le nombre 3 pouvait être représenté un ensemble de 3 choses, une chose à 3 branches. Donc, le nombre 3 pouvait représenter différentes... c'était des mots différents pour exprimer des situations différentes où le nombre 3 était utilisé. Et ça aussi, ça va être vrai dans d'autres cultures. Si on a appris d'écrire de droite à gauche et que là, il faut écrire de gauche à droite, ça aussi, c'est comme tout un choc culturel. Et au plan mathématique, l'équation est écrite de gauche à droite et le texte, il va être de droite à gauche. Donc, j'ai déjà assisté à une thèse de doctorat qui portait sur les conflits cognitifs que ça pouvait créer chez des gens. Donc, oui, ça m'intéresse de m'adresser à un tel public. Donc, tu pourras communiquer avec moi. De toute façon, on a nos courriels. Maintenant, comment briser les stéréotypes et préjugés? Bien, c'est pour moi la pratique réflexive. Moi, je l'appelle pratique réflexive interactive. Il y a toutes sortes d'autres mots. Quel que soit le mot qui soit utilisé, pour moi, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'aller jusqu'à l'analyse de ses gestes et de ses paroles et non pas simplement se dire ah bien, c'est sûr que moi, je ne suis jamais raciste ou sexiste, etc. Même moi, j'en ai, parfois, je suis obligée de me dire, Louise, qu'est-ce que tu viens de dire là? Tu aurais peut-être dû le dire autrement. Même pendant ma présentation, parfois, je revenais sur mes paroles parce que la féminisation, c'est pas toujours évident. Et parfois aussi, il y a le non-binaire, donc parler des personnes. Donc, tout ça, c'est comme tout un changement parfois de sa façon de penser et de parler. Maintenant, pour la promotion des métiers, bien, il faudrait que je réfléchisse peut-être avec toi exactement comment le faire. Là, ce n'est pas encore paru, mais ça va paraître pour le 15 mai, la recherche sur les femmes ingénieures dans les métiers des mines et du pétrole. Alors, c'est sûr que ça nous donne des idées pour faire en sorte que les femmes se retrouvent dans des secteurs où elles n'ont pas l'habitude d'aller parce qu'elles pensent à l'environnement et à la santé. Mais si on n'a pas des personnes, là je vais dire femmes comme hommes, qui sont des personnes préoccupées par la santé et l'environnement et que ces personnes-là ne vont pas dans ces secteurs-là, miniers, pétroliers ou d'autres, où l'environnement est peut-être un peu chambranlant, bien, les changements, on ne les aura probablement pas. Donc, c'est tout cet aspect-là que je trouve important d'aborder avec différents publics. Oui. Super intéressant. J'ai vu qu'il y avait Marlène qui avait levé la main, mais il y en a peut-être d'autres avant. Là.
Oui, j'allais juste souligner à ce titre-là, en fait, que on va vous envoyer un lien aussi dans le chat. On a une plateforme, en fait, qui s'appelle La Fabrique numérique, qui est accessible gratuitement, dans laquelle il y a des parcours et différentes activités pour favoriser le développement de la compétence numérique et même l'exploration des domaines liés au STIAM. Donc, vous avez le lien si ça vous intéresse. Il y a justement Madame Marlène Clisson qui a une question. Bonjour Louise. Est-ce Oui, bonjour. que dans tout ça, parce que tu parles justement du rôle des personnes enseignantes sur les élèves, notamment au primaire, est-ce que justement, c'est pas de revoir aussi la formation de ces personnes-là pour éviter tous ces problèmes? Puis ça va même jusqu'au secondaire où il y a des personnes qui n'ont pas forcément parfois les compétences, puis qu'on balance dans un cours de mathématiques, là, parce qu'il n'y a personne, etc. Fait que c'est pas justement de revoir aussi tout ça? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Marlène. Mais comment le faire? Peut-être on pourrait former 2 groupes, un groupe d'expérimentation et un groupe de réflexion sur ces questions-là. Peut-être qu'on pourrait recommuniquer avec les personnes et comment on peut apporter quelque chose. Je dirais que la 4e partie du livre, qui porte sur la pratique réflexive interactive, peut apporter peut-être des éléments de réflexion. Si on avait un groupe de réflexion, on pourrait regarder ces aspects-là. Peut-être que Marianne serait intéressée aussi. Mais ce n'est pas si facile que ça. Là. Maintenant, je suis retirée de l'université. Ce n'est pas si facile que ça de faire changer les pratiques en formation à l'enseignement. En plus, on s'est retrouvé dans un contexte avec la COVID où il y a beaucoup d'interactions qui se font virtuellement, puis il en reste encore beaucoup. Et je considère que les interactions virtuelles, dans les interactions virtuelles, ce n'est pas si facile que ça d'aborder ces questions-là liées à l'anxiété ou à la matophobie ou aux réactions affectives, ou même avoir des discussions, par exemple, sur les processus mentaux en action chez les gens. Donc, j'ai beaucoup de questionnements et ça serait sûrement bien de former un groupe de réflexion aussi. Donc, un groupe d'expérimentation, je l'écris, puis un groupe de réflexion. Puis on pourrait peut-être réécrire à toutes les personnes qui ont été ici pour voir si elles veulent faire partie d'un ou l'autre des groupes ou peut-être des deux. Mais même Marianne, même Marlène, je sais que vous n'enseignez pas nécessairement dans ces domaines-là, mais vous pouvez peut-être faire partie du groupe d'expérimentation parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être expérimentées par Marlène à l'École de technologie supérieure ou ailleurs, ça c'est sûr. En fait, Louise, j'avais justement, on a parlé quand même assez rapidement du groupe d'expérimentation, mais peut-être en terminant concrètement, est-ce que tu voudrais nous parler ce serait quoi tes besoins ou en quoi consiste en fait une implication dans ce groupe d'expérimentation-là? On a transmis nos coordonnées aussi dans la conversation un petit peu plus tôt, c'est pour les personnes intéressées. Oui. Bien, moi, ce que j'aimerais, ce serait comme peut-être une rencontre aux 4 à 6 semaines avec ces personnes-là, que les personnes, bon, si dans les faits, dans ces 4 à 6 semaines-là, elles n'ont pas fait d'expérimentation, bien, elles n'en ont pas fait, c'est pas plus grave que ça, puis on poursuit. Parce qu'il y a peut-être aussi des personnes qui pourraient se dire, OK, on se partage les activités à lire, donc il peut y avoir aussi ça. On lit les activités et on donne nos commentaires sur certaines activités. Donc, s'il y en a qui disent, moi, je vais plutôt prendre dimension affective, je vais plutôt prendre les textes sur la pratique réflexive, je vais peut-être plutôt prendre autre chose. Donc, pour moi, ce serait ça le groupe d'expérimentation. Et si jamais les horaires ne coïncident pas, supposons, je dis comme ça, il y avait 10 personnes, bien, je pourrais faire 2 rencontres de 5, 3 rencontres de 3, 4 personnes pour accommoder les gens dans les horaires, ce qui serait possible de faire.